Hello and welcome to Chez nous les artistes on CRTV News, your favorite weekend cultural program where we bring you the latest on what has marked the world of culture, art and entertainment in Cameroon and the world. And I am presenting the program today with no other but Steve Chega Ekembenge. Hello, Steve. Thank you very much, Annabelle. Welcome. Bonsoir, 18h à l'écran de l'actualité CRTV News. Ici, chez nous les artistes. Ici, toute l'info. Ici, on diffuse et on propage la bonne info, mais surtout pas le Covid, le virus du Covid-19. Eh bien, parce que les artistes en souffrent, le virus est invité sur la scène de l'actualité. Cinéma, littérature, musique. On verra comment tout cela est bien mis en musique. Et pour cela, nous avons sollicité l'immense science de deux professeur. D'abord, le professeur Eben Moussi, il est biologiste, auteur d'un livre paru en 2014 sur les coronavirus. Il nous escortera dans le monde des microbes et on aura la bonne compagnie aussi du professeur Paul Abouna, anthropologue, et avec lui, on vivra pendant 90 minutes eh bien, comment les festivals, la musique, les deuils, le cinéma, la littérature, la comédie vive la pandémie, mais avant, voici le 18h. Denis Sénémé, bonsoir. Décidément, ce tout petit virus bouscule les habitudes. Et chez nous, les artistes, ça nous intéresse parce que l'agenda de grandes stars est aussi bousculé, comme Mewe qui annule son gala au Cameroun. Effectivement, Steve, Mewe annule sa soirée de gala caritative prévue du 10 au 18 avril au Cameroun. Mais son look et sa chorégraphie de son nouveau single, c'est dans ce reportage de Amina Habiba. Sa discographie traduit son ouverture à d'autres cultures. Le maître du Zo Blazo soigne son look et ses chorégraphies. Mais il s'en est avant tout imposé sur le long terme grâce à une stratégie de caméléon en se fondant dans tous les rythmes musicaux. Après le titre La fille Bamileke, Mewe traduit à nouveau son attachement aux valeurs culturelles camerounaises à travers une interrogation. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Ce clip réalisé au Cameroun par Alpha et Omega Production est l'extrait de l'album Légende. Mewe peint le tableau sur les mœurs et expressions orales au Cameroun. Bien au-delà, il met en musique l'art culinaire des différentes aires culturelles. Le titre résonne dans tous les coins chauds depuis sa sortie. Impossible de s'en priver. Pour certains, c'est le bouton repeat qui subit. Tu dis que quoi est une preuve supplémentaire de ce que Mewe est assurément un trait d'union entre les différentes cultures. Eh bien, on a cette mention spéciale à CRTV News. Ici, toute l'info, on propage la bonne info, mais pas le virus. Effectivement, Steve. Allez, prenez soin de vous, protégez-vous et protégez votre environnement. Bonne soirée. Bonne soirée et vous également. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Joanda. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À Bouéa. I like a roll. Watakufu. Jama jama. Les nyondo. Les bobolos. Yes, Steve, we have two guests today to help us talk more about what has been happening in the
in the entertainment industry, in culture, in Cameroon, in general. They are Professor Paul Abuna, who is an anthropologist, and we also have Professor Eben Moussi, who is a biologist and an author. Bonsoir, professeur. Bonsoir. On connaît la minutie qui est la vôtre, celle du biologiste qui voit la vie à l'échelle micro. Vous avez pris toutes les précautions depuis et avant l'alerte. Personnellement, oui, bien sûr. J'ai pris les précautions, y compris en venant ici. Oui. Parce que c'était important. D'ailleurs, vous nous faisiez remarquer tout à l'heure qu'on a tout intérêt, en tant que média, écran de l'actualité, à donner l'exemple, comme vous, professeur Abuna. Bonsoir. Bonsoir, Steve. On vous donne l'actualité, on la partage avec vous, avec Mewe, qu'on vient d'avoir en image. C'est un artiste, un frère de la terre, sœur de Côte d'Ivoire, qui annule son gala consacré aux autistes. C'était prévu les 10, 17 et 18 avril. On peut avoir ça en image, mais qui a fait un superbe clin d'œil au Cameroun avec cette chanson « Tu dis que quoi ?» C'est aussi des mélodies qui nous appellent à vivre ensemble. Il n'est pas le seul à avoir bousculé son agenda, Annabella, mais également il y a les prix de la francophonie, la francophilie des médias. Yes, that's true, Steve. We are talking about the award ceremony dubbed Pre-Francophonie. Francophonie, the media organized by the Network of Cameroon Cultural Journalists. That is the award is to recognize outstanding writers in the Francophone writers, Steve. And we also have others like the Cannes, yes, like Cannes Festival in France, which has been postponed. It was supposed to take place at the end of this month, but it has been postponed. En tout cas, et c'est un peu ça, c'est un peu ce qui bouscule notre agenda. D'ailleurs, vous parlez du Festival de Cannes, plus proche de nous ici en Afrique. Il y a la Biennale de Dakar qui est censée se tenir du 28 mai au 28 juin prochain, qui a été également reportée. Il y en a comme ça par milliers dans le monde, au Cameroun aussi. Mais ce qui nous intéresse, eh bien, c'est l'urgence de faire attention. Attention, il est invisible, le Covid, mais il menace. La menace est si grave que j'ai failli dire que le professeur Eben Moussi l'avait vu venir depuis. Professeur, première lecture de ce livre qu'on a en main, Le monde des microbes, fascinant, redoutable, rebelle, 3 qualificatifs. Pourquoi ? Oui, 3 qualificatifs pour dire que ça reste un monde mystérieux. Il est fascinant d'abord parce que ce sont des micro-organismes vivants qui sont capables de survivre dans des conditions environnementales extrêmes, que ce soit en température haute ou à température basse, de manière générale. Il est redoutable parce que malheureusement, dans un petit pourcentage de cas, certes, mais un pourcentage quand même, ils sont capables de générer des pathologies parfois très sévères. C'est ce que nous sommes en train de vivre un petit peu. Et je dis qu'il est rebelle parce que, bien sûr, l'homme n'est pas resté inactif. Il a essayé de chercher et trouver des moyens de les combattre. Et vous savez que ce sont les résultats de 3 grandes révolutions médico-scientifiques du début du XXe siècle, c'est-à-dire l'hygiène, encore l'hygiène, toujours l'hygiène. Deuxièmement, la découverte des antibactériens, antibiotiques d'une manière générale, qui est intervenue. Et troisièmement, la mise au point des vaccins. Voilà. En tout cas, personne n'est immunisé, a priori, personne n'est à l'abri. Annabella Tabinton, maybe we are going to talk about the death of that comedian and actor, Martial Vonderdeux, et peut-être solliciter le regard du professeur Paul Abuna. Vous avez regardé Le Revenant ? Oui, j'ai regardé Le Revenant. Vous savez que nous l'avons perdu, oui, Martial Vonderdeux. Oui, malheureusement, après, et je crois que c'était peut-être inscrit dans l'ordre normal des choses. Chacun a son heure d'arrivée, bien évidemment, son heure de départ. Toutes mes condoléances à sa famille. Peut-être, si vous me permettez, très rapidement aussi de réagir à l'actualité du Covid. À l'actualité, surtout à la réaction du professeur Eben Moussi, pour dire que il a une vision un peu péjorée du monde des microbes. Je crois qu'il y a également des usages vastes qu'on peut faire des microbes. Les microbes peuvent être utiles à des fins
thérapeutique. On peut vous rassurer, son livre, ce volume est plein de pages justement qui montrent que les microbes sont aussi nos ennemis qui nous aiment. Voilà. Ils peuvent nous servir. Rassurez-vous, professeur. And talking about Le Revenant, do you believe in ghosts? Should we believe in ghosts? Should we believe in life after death? Bien évidemment, je suis anthropologue et avant d'être anthropologue, je suis camerounais, donc africain. Je crois que la croyance aux ancêtres, aux esprits des morts est quelque chose qui colle à notre peau, qui colle à nos cultures. Donc en tant que tel, je crois que la croyance aux ancêtres est quelque chose d'avéré chez nous. Avant de retomber dans l'actualité du Covid qui s'invite sur la scène de l'actualité, je me reprends. Eh bien, souvenons-nous de Marcel Van Dode. On l'appelait le revenant. Il ne reviendra plus parce qu'il s'en est allé. Il est décédé à l'âge de 87 ans ici à Yaoundé, au quartier Vogada. Il aura marqué la scène du cinéma, de la comédie et aussi à travers une vingtaine de films. Voici son portrait en format raccourci. Cette fois, la réalité va dépasser la fiction. Marcel Van Dode, le revenant, ne se relèvera plus comme sur cette scène du feuilleton Le Revenant. J'ai accepté ce rôle. J'avais ouï dire que la plupart des camarades avaient décliné ce rôle. Moi, je me dis, bon, si je fais ce rôle, ça va faire quoi? 3 talents en un homme, poète, acteur, comédien. Marcel Van Dode a joué dans une vingtaine de films. Cercle du pouvoir de Daniel Kamoa, Sango Malo de Basek Bakobi en 1992, Le retraité de Gervais Mendoza, Le grand blanc de Lambaréné en 1997 et plus récemment, Ntafil, avec à chaque fois les mêmes qualités. C'était un bonhomme d'une simplicité et d'une humilité à nul autre pareil. Simple. Il était très malade, amputé des 2 pieds et cloué sur une chaise depuis, mais gardait sa joie de vivre dans l'indigence. Et pourtant, avant son décès, le Festival panafricain de films d'école First Short avait annoncé qu'il lui rendrait visite le 11 avril prochain. Ils auraient certainement commenté sa médaille de chevalier de l'ordre et de la valeur, décernée par le chef de l'État en novembre 2018. Clap de fin pour un artiste de si grand talent. Un artiste de si grand talent, on l'a dit, qui avait été affaibli par la maladie, amputé des 2 jambes, mais surtout par le décès, il y a 1 mois, de son fils, celui qui lui apportait presque tout. Dire que son psyché, comme vous dites en science, a été touché et puis il s'en est allé. Vous croyez aux fantômes, vous l'avez dit. Oui, quelle est la place des revenants dans notre société africaine? Oui, vous dites que les morts ne sont pas morts? Non, les morts ne sont pas morts. Encore que je ne suis pas le premier à le dire, à l'affirmer. Les sociétés négro-africaines ballottent dans 2 mondes. Il y a le monde de la réalité empirique dans lequel nous vivons, mais il y a également le monde de la virtualité, qu'on peut appeler le monde des morts, le monde des fantômes. Il y a donc comme une sorte d'interdépendance entre les deux. Généralement, ce qui nous manque dans ce monde-ci, nous allons parfois le chercher dans le monde des morts, dans le monde des fantômes. Par exemple, on peut être face à un dilemme sur le plan médical, c'est-à-dire vous avez une maladie à laquelle vous n'arrivez pas à trouver une thérapie, une cure, alors la solution peut venir de l'au-delà. Dans nos villages, par exemple, on dit que les grands chasseurs vont casser les enclos dans le monde des morts et les gibiers viennent se faire prendre dans leur piège dans le monde empirique. Donc il y a donc cette interdépendance-là entre les 2 mondes. Et je crois que c'est une interdépendance qui nous aide de toutes les façons. En tout cas, on sollicitera le regard du professeur, le regard du laboratoire peut-être, mais avant, Annabella, il y a que le Covid a inspiré beaucoup de gens, des chanteurs et beaucoup de pièces d'humour.
Yes, it is very common now. When you go online, Steve, you would see that comedians, musicians have been inspired by the coronavirus. Despite the scare, they try to draw out positivity from it to make us laugh. Yes, and talking about sound, that's a way to say it in French. Ils ont été piqués par le virus de la musique, on va dire la musique du Covid. Eh bien, voici notre arrêt à la rue Foudangono, humour et chansons. We think it's inappropriate to laugh in life's worst moments, but many of the opinion there is humor in everything. You know, see another country where you go. Now you cross border, tossing in Nigeria, you they come. Wait, before you start to the cross border, they enter Nigeria. Why you not confirm from your fellow sickness whether they fit survive for Nigeria? No worry. And it is natural and necessary to get us through. Perhaps it is the inspiration behind the recent kits and music on the novel coronavirus plaguing the world. Doctor. Good afternoon, my brother. Please, sir, what is the difference between corona and Ebola? The difference is very, very clear, understand? Ebola is an updated corona, corona is an updated Ebola. Ebola is an old artist that does not have stage to perform again. Corona is the new artist, the rave of the moment, is going on different tour. Ebola has seen its menopause. Corona is the slave queen. Now listen to me. Corona is made in China and their product does not last. Oh, if only Corona knows the amount of fruit and agbo we have in this country, Corona will go and squat with Ebola. While these jokes and songs provide a break from the tension and seriousness of the season, it is important not to lose sight of the fight against the coronavirus and maintain proper hygiene. Dadju, frappé par le corona, voilà une qui ferait peur à ses fans. Mais pas de stress, la presse voulait simplement annoncer le report de ses concerts. Pause sur la scène, mais pas pour ce que le corona inspire. Au Cameroun, Oncle Chama, Daniel Do a déjà donné de la voix pour faire attention au corona. À côté, les fous rires d'humoristes nigérians en ligne renseignent sur le corona. On le menace même sur YouTube. Ou par exemple, le dominicain Yo Franglel cumule plus de 3 millions de vues avec sa chanson « Fais gaffe, voilà le coronavirus ». En réel comme en virtuel, le virus n'a pas de passeport. Le Covid-19 contamine aussi les plateformes streaming et vidéo. Et nous voici en Italie. C'est le confinement sur un air d'opéra. Les Italiens chantent pour briser le silence imposé dans les rues par la quarantaine, de jour comme de nuit. En France, Coët fait la comédie musicale de la bonne hygiène. Mais pour le reste, la plupart des chansons sur le Covid-19 sont l'œuvre d'illustres inconnus, pas nécessairement artistes. En voilà qui sont vraiment piqués par le virus de la musique. Il fait chanter le monde, ce corona. Professor Eben Moussi, like we've seen in the report, artists are being inspired by the coronavirus. Is it something that we should do? Are they taking it seriously, or is it a therapy that can actually work in stopping the scare, the coronavirus scare? Peut-être pour sensibiliser aussi? Non, je pense qu'il y a quelque chose de très important avec cette pandémie du coronavirus qui émerge là maintenant. C'est que malheureusement, il y a une deuxième maladie qui vient s'ajouter à une première. Il y a la pandémie, le coronavirus, c'est vrai, mais il y a une maladie non moins grave ou préoccupante qui est la peur, la panique. Et les gens essayent, par ces moyens-là, artistiques et autres, d'essayer de ne pas perdre la boussole et de rester encore en contact avec une certaine réalité. Je pense que c'est ça. Oui, et le monde vit un duel entre l'humain et un virus invisible, la bataille du Covid. Est-ce qu'on a méprisé
la menace en Afrique. Je prends une phrase. Le noir ne meurt pas d'eau sale. L'Africain n'a pas peur du microbe, le professeur Abouna. Oui, dit comme ça, peut-être qu'on peut dire qu'on a méprisé la menace et pourtant elle est grave. Oui, je pense qu'on a méprisé la menace. On a méprisé la menace, mais cela tient à 2 ou 3 arguments. Parce que cette menace-là, on ne la connaît pas suffisamment. On ne sait pas jusqu'où elle peut être dangereuse. Je voudrais tout simplement convier vos téléspectateurs à une petite analyse. Parce que, vous savez, les Africains sont très religieux, très pieux. Il y en a parmi eux qui sont chrétiens. Si on commence à leur dire que le coronavirus a un rapport avec le chiffre 666, je crois qu'ils vont tout de suite évaluer ce que cela peut dire. Et nous sursautons déjà. Oui, vous sursautez déjà. Bon, vous voyez sur ce papier-ci, quand vous voyez, je ne sais pas si vos caméras peuvent prendre ça. Patrice Corona, c'est 6 lettres. Hein? Corona, c'est 6 lettres. Et lorsque vous prenez le chiffre qui correspond à chacune de ces lettres-là, par exemple, C, c'est la 3e lettre de l'alphabet, ainsi de suite, vous faites la somme, ça va vous donner 66. Donc 666. Je ne sais pas si voilà. C'est fait, c'est à l'écran. Si vous pouvez prendre, je crois que les téléspectateurs vont essayer d'analyser par eux-mêmes pour dire que c'est une symbolique qui est une symbolique peut-être luciférienne. Ça nous rappelle que vous avez commis un ouvrage sur l'anthropologie des nombres en Afrique. Comment il se porte le livre? Non, le livre se porte très bien, surtout ces derniers temps avec la survenue du corona et puis son rapport avec les chiffres, avec l'élément numéral. Donc il y a donc ce premier élément, c'est-à-dire l'ignorance du mal, de la profondeur du mal. Et on vient donc de voir qu'il a un ancrage un peu métaphysique. Et vous avez la deuxième explication qui fait en sorte qu'on ait l'impression que le mal n'est pas suffisamment pris au sérieux. C'est les dimensions de la maladie du point de vue de l'anthropologie médicale. Vous savez, le professeur Eben, ils ont une vision de la maladie, mais l'anthropologie médicale voit la maladie sous 3 angles qui sont désignés par des termes anglo-saxons et bien circonscrits. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est disease. La maladie, c'est illness. Et la maladie, c'est sickness. Disease, c'est quoi? Disease, c'est la maladie du point de vue du diagnostic du docteur. C'est-à-dire, vous allez à l'hôpital, le docteur vous fait un diagnostic, il constate que vous êtes malade. Ça, c'est disease. La maladie, c'est également illness. Illness, c'est la maladie, le mal tel qu'il est vécu et ressenti par l'individu. Vous pouvez avoir mal à la tête, vous avez mal aux pieds. Vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit, mais vous n'êtes pas malade. Donc, vous n'êtes pas disease, mais vous êtes illness parce que vous ressentez mal. Et maintenant, sickness, la maladie telle qu'elle est représentée par la société. Et je pense qu'il y a donc cette incompréhension-là. Les pouvoirs publics, les médecins ont diagnostiqué le coronavirus comme étant une disease, donc une maladie du point de vue de la biomédecine. Mais certains, tant qu'ils ne ressentent pas ça dans leur chair, tant qu'ils ne sont pas ill, ou chez le voisin ou à côté, ils ne vont pas appréhender la menace telle qu'elle est vécue. C'est certain, donc, la menace n'est plus lointaine. La menace n'est plus lointaine. Donc je crois qu'il y a donc cette représentation que nous avons de la maladie qui peut vous faire en sorte qu'on ait l'impression qu'elle n'est pas suffisamment prise au sérieux, non pas par les pouvoirs publics, il faut le préciser, mais par le commun des mortels. Les citoyens, la population. On dit de fermer les bars, ils ne ferment pas. Il faut être rigoureux quand on est au marché et tout ça. Donc, on a donc cette impression. Annabella, there is a warning coming from the WHO. Yeah, there are so many theories out there about some people say they can cure it with certain herbs or food and everything. What can you say to that? Do we have some kind of immunity because we eat certain Bon, je crois qu'il y a aussi une ignorance quant au comportement de cette maladie-là. Bon, il y a des fake news qui font croire que la manducation, la consommation de tel ou tel aliment peut
éloigner, peut soigner ou bien peut prévenir la maladie. Il faut dire que c'est un virus qui séjourne d'abord, lorsqu'il est dans votre corps, il séjourne d'abord au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Généralement, ce qui est conseillé, c'est de consommer beaucoup d'eau, beaucoup de liquide pour expulser le virus de la gorge et le renvoyer vers l'estomac. Je nous suggère un moment dans les figures de style, justement, pour les petits secrets du village. Et ça, on parle à l'anthropologue. Okay, voilà. En nous retournant vers le professeur Emmanuel Eben Moussi, d'abord, l'OMS donne une sorte de warning en disant l'Afrique doit se préparer au pire. C'est de quel point de vue? Les plateaux techniques, la gestion des médicaments. Professeur, quand vous avez entendu ça, vous avez dit c'est normal, vous qui avez travaillé, parce que je rappelle que vous avez passé 50 ans de votre vie à étudier les microbes, vous avez été chef de mission pour l'OMS justement. Est-ce que ça vous a fait peur, cette phrase? Non, ça ne m'a pas fait spécialement peur, puisque je m'y attendais un petit peu. Je vous rappelle, puisque vous avez annoncé ça tout à l'heure, que nous parlerons de mes premiers livres qui s'intitulait « L'Afrique doit se refaire une santé ». Aujourd'hui, on peut avoir les images de ce livre. Aujourd'hui, l'OMS demande que l'Afrique se réveille, s'agissant évidemment de sa santé. Mais je voudrais quand même ajouter un petit point à ce que mon collègue anthropologue a dit. Le problème de l'anthropologie socio-culturelle, de la santé, de la maladie, de la mort, etc., ce sont des choses qui nous interpellent hein, au plus haut point. En réalité, ce qui nous préoccupe, dans le cas de pandémies comme celle-ci, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel degré nous avons, nos populations, nos citoyens, ont une idée de ce que c'est que la notion de menace, de risque. Il a une notion de ce que c'est que la maladie, vous avez bien expliqué dans ces différentes phases, etc. Mais la notion de menace, et on la connaissait, cette notion-là, depuis que le VIH-Sida est apparu. Il y a comme un déni au départ. Et c'est progressivement qu'on a dû se rendre à l'évidence que nous sommes tous, n'est-ce pas, plus qu'au-delà de la menace, etc. Donc c'était juste une parenthèse pour l'ouvrir. Alors ceci dit, l'OMS nous dit ça parce qu'il y a quand même une certaine expérience sur le plan mondial des épidémies. Vous savez, nous avons jusqu'ici été relativement épargnés parce que nous étions loin de l'épicentre du coronavirus qui a pris naissance, hélas, en Chine. Mais il est certain que quand on connaît le faciès épidémiologique et l'évolution des choses, on peut craindre que ce coronavirus nous pose des problèmes particulièrement alarmants. Car il y a, comme signalait mon collègue tout à l'heure, un gros problème d'ignorance. Mais cette fois-ci, c'est une ignorance purement scientifique. Ignorance de la dynamique de propagation de ces nouveaux virus d'une manière générale et du coronavirus en particulier. Voilà, ça c'est un point important. C'est pour ça qu'on essaye d'attirer l'attention des populations sur le fait qu'ils doivent vivre quand même dans un esprit positif. D'abord, constater que les autorités nationales font ce qu'elles peuvent pour être transparentes. Deuxièmement, qu'elles font ce qu'il faut pour qu'on construise la confiance. Parce que vous ne pouvez pas donner des directives à des gens qui n'ont pas confiance en vous. Et tout a été fait pour que les gens soient rassurés, etc. Mais nous sommes confrontés, peut-être j'anticipe là déjà tout de suite, sur un certain nombre de problématiques que je crois qu'il faut relever. La première, c'est le civisme, que notre collègue rappelle à travers ce qu'on constate dans les ouvertures de bar, etc. Le civisme qui est mis à mal, alors qu'il y a des directives gouvernementales, n'est-ce pas, pour parer à la situation. Les gestes barrières eux-mêmes mettent du temps à s'installer. La solidarité qui n'est pas comprise comme quelque chose qui ne doit pas être une histoire de façade, mais qui est destinée aussi à protéger l'autre. Ça, c'est un point qui est quand même important. Et puis, il y a tout le problème relatif à l'absence de sens de discipline. Discipline individuelle, discipline collective. J'allais dire à l'absence parfois de sens de responsabilité devant des menaces qui sont des menaces sérieuses et que l'insuffisance de nos moyens de surveillance actifs ne permet pas vraiment de cerner au complet. Or, et je voudrais terminer par là, je le dis vraiment parce que je crois que c'est important de le dire, la santé publique,
c'est un secteur beaucoup trop sérieux pour qu'on puisse le laisser comme ça à la merci des intentions, des approximations, des improvisations, parfois des gesticulations. Alors, il faut que nous soyons vraiment très, très responsables. Le mot est souligné, responsable. Je voudrais peut-être vous inviter, professeur, avec l'attention d'Annabella et du professeur Abouna. À la page 41 et celles qui suivent, il y a des textes consacrés seulement au coronavirus. Qui est-il dans votre livre, Le monde des microbes, paru en 2014. Bon, oui, les coronavirus sont situés dans ce livre en deux temps. D'abord, coronavirus classique. D'abord, est-ce que vous avez vu la menace venir de loin? Je pose la question comme ça et je me tais. Ah ben, j'avais annoncé depuis 2014 qu'il y avait un risque de mondialisation du péril infectieux. Ça, c'était clair. Parce qu'on venait d'avoir l'histoire de SRAS. Et à partir de là, on a vu ce que ça a provoqué sur le plan mondial. On a vu toutes les incertitudes, etc. Heureusement que la science progresse très vite, qu'on a très vite pu mettre le doigt à la fois sur le réservoir naturel qui était dans une chauve-souris. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 3000 variétés, espèces de chauve-souris. Mais enfin, sur la chauve-souris. Et puis très vite, on a su également que il y avait un réservoir intermédiaire qui était la civette palustre. Donc, si vous voulez, on a pu maîtriser scientifiquement les choses, déterminer la structure du génome du virus, et on n'a même pas eu le temps de mettre en place un vaccin que le virus est parti. Bon. Et donc, tous les brevets que certains avaient pris, parce qu'il y a des brevets qui ont été pris, pour vaccins, pour les stratégies vaccinales, ils n'ont pas pu être appliqués parce que le virus est parti. Il faut espérer d'ailleurs que c'est ce qui va nous arriver avec le coronavirus 19. En tout cas, restons dans le vent de cette actualité qui stresse, mais pas de panique. On devrait s'en sortir. En revanche, Annabella, we're talking about our behavior here in Africa. And maybe Professor Paul Abouna, vous pouvez peut-être parler de ces comportements. Est-ce qu'on a un avantage comparatif? C'est clair, on n'a pas de plateau technique efficace, mais en quoi nos habitudes... Are we like immune? Do we have some kind of immunity because we are black? Pas forcément du fait de notre couleur de la peau. La culture et les comportements? Du fait de notre culture, de nos comportements. Mais je crois que c'est des éléments culturels qui ont tendance à disparaître. Mais traditionnellement, je crois qu'il y avait une distance qui était établie entre les individus, c'est-à-dire entre les aînés d'abord et les cadets. Vous savez que dans certaines cultures, si vous êtes inférieur à un individu, vous ne pouvez pas le saluer, vous vous placez à une bonne distance de lui. Donc je crois que c'est une distanciation symbolique qui peut nous aider à éviter le coronavirus. Vous avez vu le professeur tout à l'heure, quand il est arrivé, il a dit « Est-ce que vous avez respecté la distance d'un mètre et demi ?» Donc je crois qu'il y a cette distanciation-là qui existe dans nos cultures. Il y a également un peu comme une sorte des castes qui existent dans nos sociétés. Vous savez, les femmes ont leur regroupement, les jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait que on n'observe plus cela aujourd'hui. Nous sommes dans une sorte de société de melting pot, et c'est justement à cela que les autorités nous convient, le confinement, la distance. Et je crois que cela était inscrit dans l'ADN de nos cultures. Ça, c'est pour ce qui est des avantages. Mais il y a également des inconvénients culturels en rapport avec la propagation du coup. About that, like traditional rites when it comes to burial and funerals. But before we get to that, can we talk about our traditional medicines? Oui, la médecine traditionnelle, et là je vais parler sous le contrôle du professeur Ben Moussi. Les virus, la virologie, les virus ne sont pas des êtres vivants au sens classique du terme, parce qu'il y a tout un débat là-dessus. C'est des micro-organismes qui sont peut-être des assemblages de molécules, c'est-à-dire ils ne répondent pas aux critères du bio classique. Par exemple, ils ne peuvent pas se multiplier d'eux-mêmes. Pour se multiplier, ils ont besoin... Comme les bactéries? Les virus. Oui, ils ne peuvent pas se multiplier comme les bactéries. Non. Pour qu'un virus se multiplie, il faudrait qu'il parasite une cellule. Donc, il ne peut pas se multiplier par lui-même. Et ça fait que
certains anthropologues médicaux classent un peu la question de la virologie dans le cadre des poisons. Encore que le terme latin, l'étymologie latine de ce mot-là renvoie au poison, dont le virus devient un poison. Et nous avons une bonne palette de prise en charge des poisons dans nos cultures. Bon, selon la nature du poison, il y a des poisons qui attaquent l'appareil respiratoire, il y a des poisons qui attaquent l'appareil digestif. Et je pense que c'est un corpus qu'on peut mobiliser dans le cadre des médecines alternatives. Parce que vous voyez, si la Chine a un certain succès vis-à-vis de cette maladie-là, je crois que c'est parce que les Chinois ont ce que la biomédecine appelle les médecines alternatives. Et la médecine traditionnelle africaine peut donc être envisagée comme une médecine alternative dont les recherches peuvent être mobilisées dans la prise en charge du coronavirus. Et les molécules qui sauvent sont du ressort du professeur Emmanuel Ebenoussi, qui, comme ses pairs, sont dans les laboratoires. Justement, je voudrais, quand Annabella posait cette question sur la pharmacopée traditionnelle ou la médecine traditionnelle, c'est un peu à l'image de ce qui se dit dans l'actualité. La Chine semble se relever grâce à sa médecine chinoise, entre guillemets. Professeur, l'espoir est permis à notre niveau, chez nous, la pharmacopée peut? Bon, je voudrais d'abord qu'on clarifie un certain nombre de choses. D'abord, mon collègue a dit quelque chose d'important. C'est vrai que du point de vue du latin, les virus ont été d'abord vus comme des poisons. Page 218 du bouquin. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, on clarifie les choses sur le plan du traditionnel. Il y a la médecine traditionnelle, qu'il ne faut pas confondre forcément avec la pharmacopée traditionnelle. Voilà. Hein, parce que la médecine traditionnelle, c'est un corpus d'attitudes, comportements qui peut utiliser la pharmacopée. C'est différent. Et la pharmacopée traditionnelle, on ne peut pas dire que ce ne soit pas quelque chose d'important, puisque jusqu'au 19e siècle, tous les médicaments étaient d'origine végétale. Donc, ça ne se discute pas. Je voudrais quand même préciser une chose concernant le Covid-19, deux choses en fait. Ce qu'on sait aujourd'hui sur le plan scientifique, dans la nouvelle infectiologie, c'est-à-dire l'analyse des maladies infectieuses, c'est qu'il y a trois éléments qui sont déterminants et qui expliquent l'apparition de ce type de pathogène. Premièrement, il y a l'agent pathogène lui-même. Ses capacités à s'adapter, à muter, etc. En fait, il veut survivre dans l'environnement dans lequel il se trouve, et c'est notre environnement. Donc, il y a l'agent pathogène. Il y a l'environnement d'une manière générale dans lequel nous vivons, forestier, écosystème, etc., etc. Et il y a troisièmement les comportements humains. C'est l'intrication de ces trois choses-là. Quand je dis l'agent pathogène, je lui associe bien sûr tout ce qui concerne les réservoirs naturels, réservoirs intermédiaires, etc. Tout ça, je mets ça dans l'agent pathogène. Mais les comportements humains, on sent que c'est un élément très important dans ce triangle-là pour justifier pourquoi il y a de temps en temps des flambées que nous n'arrivons pas à maîtriser. Bon. Alors, ceci dit, ces pathologies-là nous dérangent beaucoup parce qu'ils mettent à mal notre gouvernance de santé publique. Pourquoi ils mettent à mal la gouvernance de santé publique? Parce que la gouvernance de santé publique, il y a quand même des phases là-dedans. La première phase qu'on aimerait pouvoir appliquer, c'est la prévision. Alors, est-ce que nous avons connaissance des facteurs de vulnérabilité qui nous permettaient de prévoir que, etc., etc. C'est un grand débat. Oui. Hein? Et après, quand vous avez fini avec la prévision, vous vous dites, bon, ben, il faut qu'on anticipe. Bon, ce n'est pas toujours évident d'anticiper. Et après, on va pouvoir, évidemment, prévenir. On va revenir sur la virulence des virus tout à l'heure dans le zapping de l'histoire et comprendre pourquoi les virus ont fait tant de mal à l'humanité. Mais avant, professeur, je voudrais soumettre à votre attention une note du chef supérieur des Bameka, c'est à l'ouest dans le département de la Ménois. C'est Sa Majesté Jean-Raymond Takoukam, comme tant d'autres chefs, qui invitent les populations à surseoir, voire annuler les cérémonies qui auront plus de 50 personnes. C'est suite à la décision prise par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais les funérailles, souligné, on est en temps de week-end. Ça va être dur
les habitudes vont changer. C'est possible ça. Quand je dis c'est possible, c'est que quelque chose va changer dans la vie, dans notre vie. Oui, c'est possible. À commencer même par les deuils. C'est possible et je crois que c'est quelque chose... Mais c'est difficile. C'est difficile, mais ça s'impose à tous puisque le gouvernement a... C'est une décision gouvernementale. Les ancêtres ne seront pas fâchés. Oui, les ancêtres ne seront pas fâchés et c'est là toute la gravité, la dangerosité de ces virus-là qui ne tuent pas seulement la vie, mais ils tuent également la mort. Parce que vous savez, les funérailles traditionnellement, c'est des moments où on célèbre la victoire de la vie sur la mort. C'est une sorte de résurrection. Et lorsque cette cérémonie-là est frappée d'ostracisme, lorsqu'elle est frappée d'interdiction, lorsqu'elle est gelée, et je crois que elle donne l'impression qu'on fait face à une double mort. C'est-à-dire elle ne donne plus la possibilité aux vivants de digérer la mort. De dire au revoir. De dire au revoir et de clôturer. De clôturer parce que les funérailles, c'est également la période à laquelle on sort du deuil. Donc ça fait que tous ceux qui vont mourir entre-temps, tous ceux qu'on va enterrer entre-temps, leurs familles vont porter le deuil jusqu'à ce que il leur soit accordé des funérailles. Donc ça prolonge la période de deuil. Annabella, we have it in the grass field, in the northwest region and southwest. Mais la formule des grass fields peut aider les funérailles longtemps après. Contrairement à ce que chez les Bantous, on a l'habitude de faire 2 semaines ou après. Oui, mais sauf que tout cela est codifié. Oui. Tout cela est codifié. Il y a un temps au-delà duquel on ne peut pas aller. Soit alors on va... Mais il faut, chez les peuples de la forêt, c'est toujours un multiple de 9. C'est un temps qui correspond à un multiple de 9. Ça peut être une neuvaine, ça peut être 2 neuvaines, ça peut être... Donc je crois qu'il faudra donc compter, peut-être à compter de la période d'inhumation, le nombre de neuvaines. Donc je crois que si on respecte cette codification-là, c'est toujours possible de prolonger peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Un mot, professeur? Oui, je suis très heureux d'écouter mon collègue. Le problème, c'est quoi? C'est que, d'abord, il ne faut pas qu'on fasse toute la confusion entre les obsèques et les funérailles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'interrogerai plutôt l'anthropologue pour lui dire que, comme j'ai sillonné quand même plusieurs pays d'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on attend parfois jusqu'à 1 an avant de procéder à l'enterrement, à l'inhumation. Et pendant cette période-là, le parent est parti, etc. C'était pour des raisons, je vous dis ça en parenthèse, des raisons purement politiques. Bon, mais enfin, ils ont cette pratique-là et ça ne surprend plus personne là-bas. Alors comment vous pouvez comprendre, bon, nous sommes les peuples de la forêt, vous savez que sur le plan anthropologique, il y a des différences avec ces peuples du Sahel, etc., de ce domaine-là? Oui, je crois que les peuples de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec le prolongement au Ghana, sont les peuples qu'on a appelés avant la Gold Coast. La Gold Coast. Donc, c'est des peuples qui traditionnellement sont nantis, sont riches et c'est l'une des parties de l'Afrique où vous verrez des grandes chefferies, le prestige dans la célébration des obsèques et dans la célébration des mariages. Donc, je crois que c'est ce prestige-là qui peut expliquer que certaines familles, parce que ce n'est pas systématisé, que certaines familles puissent garder des corps pendant 1 an, etc. etc. Vous verrez également... This also affects our religious attitudes because more than 50 people are not advised to be in one room. Our religious attitude, how do we go to church? What it is going to affect us? Are we going to adhere to that? Oui, là également, ça pose un problème. Donc, on peut dire que le corona, du fait de tous ces bouleversements-là, vient un peu tuer la culture. Parce qu'il nous ramène à un monde un peu archétypal, un monde chaotique, comme le monde des origines. Vous savez qu'il y a des cérémonies qui ne peuvent pas avoir lieu si un nombre... important de personnes n'est pas mobilisé. Ce que certains appellent le quorum.
si le quorum n'est pas mobilisé. Allez-y, pour ça, rapidement. Si le quorum n'est pas atteint, et je crois qu'il y a des cérémonies qui sont telles que s'il y a moins de 50 personnes, elles ne peuvent pas avoir l'impact et le succès qu'on escompte. On en apprendra encore de vous tout à l'heure après le journal de Clara Sunke. Mais avant, voici le zapping de l'histoire qui nous fait traverser un siècle de mémoire à la découverte de ces virus qui ont marqué l'histoire. Allons savoir pourquoi ils ont été virulents après 14 jusqu'en 2020. C'est notre zapping de l'histoire. Pour le moment, c'est difficile de comparer une épidémie en cours à une épidémie passée, mais certains modes de transmission et même certaines mesures annoncées sont assez similaires au coronavirus, donc c'est intéressant à voir. Déjà, rapidement, on peut évoquer la peste noire, qui est l'une des plus grosses pandémies que le monde ait connues. En l'occurrence, ça s'est passé au Moyen-Âge, entre 1348 et 1352. Il y a eu 7 millions de morts en France. Concrètement, ça a donc éliminé 40% de la population du pays. Ce qui est intéressant, c'est que cette pandémie, elle est aussi originaire de Chine et plus précisément de la province de Hubei, dont la capitale est aujourd'hui Wuhan. Elle est en fait apparue en 1334 pendant des guerres entre Chinois et Mongols. Ensuite, elle avait été amenée en Europe par des marins génois et avait d'abord contaminé l'Italie. Donc c'est exactement le même cheminement que le Covid-19 en 2020. Évidemment, le contexte et les moyens n'étaient absolument pas les mêmes à l'époque, les deux épidémies n'ont donc rien à voir. D'ailleurs, même les projections les plus pessimistes de chez pessimistes pour le coronavirus sont extrêmement loin d'un décès de 40% de la population. Bref, le seul potentiel point commun, c'est cette coïncidence concernant le parcours. Ensuite, je pense que c'est évidemment important de parler de la grippe espagnole. En annonçant jeudi des mesures pour contrer l'avancée du coronavirus, Emmanuel Macron a parlé de la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Cette phrase, elle n'est pas choisie au hasard, en fait il faisait référence à la grippe espagnole qui a eu lieu entre 1918 et 1921. À ce jour, elle est toujours considérée comme l'une des pandémies les plus importantes au monde. Elle a tué entre 240 000 et 250 000 personnes en France et fait 50 millions de morts dans le monde, soit environ 2,5 fois plus que les combats de la Première Guerre mondiale. La principale différence avec le coronavirus, c'est que la grippe espagnole avait la particularité de toucher très sévèrement les personnes entre 20 ans et 40 ans. En revanche, la principale similitude, c'est qu'elle a été favorisée par la mondialisation. Alors à l'époque, évidemment, on était bien loin des longs courriers et du tourisme, mais il y avait la guerre et c'est en fait à cause des déplacements des soldats que la grippe espagnole s'est propagée. Mais un autre parallèle intéressant, c'est que les autorités avaient à l'époque mis en place exactement les mêmes mesures qu'aujourd'hui pour le coronavirus. En gros, distanciation sociale, quarantaine, isolation, masque et lavage de mains, c'était donc les mêmes recommandations il y a 100 ans, les solutions les plus efficaces lorsqu'il n'y a pas de vaccin. Ensuite, je pense qu'il est important de parler du sida, qui est la maladie causée par un virus appelé le VIH. Même si ces deux épidémies ne sont pas médicalement comparables, il y a tout de même des leçons à en tirer. Juste pour vous donner quelques chiffres, depuis 1981, le bilan des personnes mortes du sida est de 32 millions selon l'ONU-SIDA. Alors évidemment, on est bien loin de ces chiffres alarmants, mais il y a quand même quelques similitudes entre les deux virus qui valent le coup d'être évoqués. En fait, la raison pour laquelle je parle du sida, c'est que la recherche contre le VIH pourrait peut-être servir à aider à lutter contre l'épidémie du coronavirus. Par exemple, en Espagne, un patient a survécu au Covid-19 après avoir reçu un traitement à base d'une association médicamenteuse qui est normalement employée dans le traitement du VIH et de l'hépatite C. L'un des avantages de cette solution, c'est qu'elle est déjà validée cliniquement et disponible à grande échelle. Le désavantage, par contre, malheureusement, c'est qu'on est encore au stade d'essai et c'est pas parce qu'elle a fonctionné sur un patient qu'elle sera forcément valable pour tout le monde. Il y a actuellement une 60aine d'expérimentations thérapeutiques de ce type qui sont en cours dans le monde avec des antiviraux traditionnellement employés contre le sida, mais aussi contre l'hépatite C ou encore Ebola. Bref, du coup, c'est assez intéressant à voir puisque lutter contre une maladie peut permettre de créer des solutions qui aideront potentiellement contre d'autres maladies. Maintenant, je vais vous parler du SRAS ou le syndrome respiratoire aigu sévère qui est apparu en 2003. Si vous ne le connaissez pas, sachez que ça a été la première maladie grave et transmissible qui a émergé au XXIe siècle selon l'Institut Pasteur. En tout, il y a eu près de 8000 cas et environ 800 morts dans le monde, autrement dit beaucoup moins que pour le nouveau coronavirus que l'on connaît aujourd'hui. Et justement, c'est assez intéressant de voir que l'épidémie a fini par être freinée grâce à 3 éléments. Premier élément qui a aidé, la source a été neutralisée, si on peut dire ça comme ça. En effet, le virus venait d'animaux vendus sur les marchés en Chine et du coup, quand les marchés ont été fermés, forcément, ça a supprimé la transmission de l'animal à l'homme et donc diminué la propagation de l'épidémie.
l'épidémie. Deuxième chose, en 2003, eh bien, des mesures de confinement ont été ordonnées à la population. Le SRAS se propageait aussi d'homme à homme et donc le confinement a permis de freiner la contamination. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, la raison pour laquelle Hong Kong ou encore la Corée du Sud ont été meilleurs et plus réactifs face à ce nouveau coronavirus, eh bien, c'est qu'ils ont appris de l'époque du SRAS et savent désormais l'importance des mesures. De l'épidémie d'Ebola qui a fait entre 2013 et 2016 11 300 morts en Afrique de l'Ouest. C'est un virus en fait qui provoque une fièvre sévère et qui s'est propagé en Afrique. Il avait déjà été identifié en 1976, puis il est réapparu en août 2018 dans l'est de la République démocratique du Congo où il a fait, selon le dernier bilan, plus de 2200 morts. Alors évidemment, c'est quelque chose de totalement tragique, mais c'est intéressant de voir que certains Merci de nous retrouver chez nous les artistes. Au plaisir de partager une semaine d'actualité des arts et de la culture, le Covid sur scène, un thème en vedette, même si ça ne nous fait pas beaucoup sourire. En revanche, dans nos figures de style, avec nos compagnies, sur ce plateau, nos invités, le professeur Emmanuel Eben Moussi, auteur d'un livre qui parlait du coronavirus, publié en 2014, mais également La science de l'homme, la science anthropologique du professeur Paul Abouna, à qui je pose cette question. Bitacola, et son nom scientifique, Annabella me l'a soufflé, c'est le Garcinia cola. Vous en avez mangé pour la dernière fois quand je lui ai posé la question à elle? Pour la dernière fois, il y a 2 heures de temps. 2 heures? Oui, avant de venir sur ce plateau. À cette fréquence, bon, peut-être, rassurez-vous, on n'a pas dit que le Bitacola guérissait le coronavirus, nous guérissait du coronavirus, mais il se dit que le Bitacola, le Garcinia cola, a beaucoup de vertus, notamment des préventifs, immunisants, c'est ça? Oui, mais je crois que ma manducation du Bitacola est de loin antérieure à la survenue du coronavirus. Et ce n'est que, je peux dire, une coïncidence heureuse ou malheureuse. Mais ce qu'il faut dire concernant ce fruit-là, c'est que les Africains et surtout les Camerounais ont coutume de le consommer à des fins gastronomiques et même parfois à des fins médicamenteuses. Et il y a toute une symbolique qui lie ce fruit-là, par exemple, à la toux. Vous voyez, quand vous toussez là, la symbolique des couleurs. Quand vous toussez, la toux a la couleur du Bitacola. Et il y a un principe qui l'explique bien, le principe du semblable qui fait partie du semblable. Donc, généralement, quand vous avez la toux, si vous prenez le Bitacola, il vous aide à soigner votre toux. Et je crois que pour le cas du coronavirus, étant entendu qu'il n'y a pas encore de médicaments formels sur cette question-là, il peut être utilisé comme un substitut fonctionnel. Qui rend le corps plus solide. Un substitut fonctionnel, bien évidemment, qui rend le corps plus solide. Le Bitacola a d'autres vertus, peut-être, si vous me permettez. Allez-y rapidement, le temps file beaucoup à l'antenne. Oui, peut-être une vertu pour la santé de reproduction. C'est-à-dire, si vous voulez faire des garçons, on vous conseille de le prendre. Autant que vous pouvez prendre les noix de cola. Un jour après la survenue des règles de votre femme, vous prenez ce qui est amer. Ça, vous avez un fort pourcentage de faire des garçons. Et si vous voulez faire des filles, vous prenez plutôt ce qui est sucré. Donc, entre autres fonctions, du bitter cola. Annabella Tabi, before reaching to our movie time, let's ask a question to Professor. Justement, on a parlé de ces virus qui ne sont pas tous nos ennemis. Et plus globalement de ces microbes. Et pour la santé de la femme, justement, professeur, vous avez souvent dit qu'ils sont utiles dans le corps humain. Petite explication? Ce n'est pas les virus qui sont utiles. Les microbes, en fait, les microbes. C'est surtout les bactéries. Oui. Parce que nous abritons des bactéries dans la bouche, on abrite des bactéries dans le tube digestif. Il y en a quand même 100 milliards. Ah bon? Oui, des bactéries dans le tube digestif. Ils sont extrêmement utiles pour différentes raisons, pour la digestion, mais aussi pour le système immunitaire, etc. Et puis il y a des microbes également et d'autres parasites, des champignons, etc. au niveau du milieu vaginal, par exemple, et qui sont importants pour l'équilibre de la muqueuse vaginale de la femme. Donc, ce sont des êtres qui sont avec nous. On dira peut-être ça tout à l'heure pour terminer, qu'il
faut pas qu'on oublie que nous ne sommes pas seuls dans la nature. Et vous allez nous rappeler dans nos figures de style qu'ils nous ont devancés sur cette planète Terre, dans cet univers. Ils sont arrivés avant nous. Annabella Tabito, time for movie. Yes, probably you've seen the movie Contagion. I didn't watch it before now, but I have because of the coronavirus. And in cinemas, you know, the movie that predicted an outbreak like the coronavirus, Contagion, which premiered in 2011 with great similarities like that of COVID-19. Steve Chega, you did put together a little bit a piece for us. Yes, let me talk about Simpson that I like very, very, very much. So, alors quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'effectivement, le Covid a redonné une embellie à des pièces du cinéma, notamment Les Simpsons et Contagion de Steven Soderbergh. Voici ce qui se dit. Le coronavirus dans un épisode des Simpsons? Non, non, finalement. Bill Oakley, le scénariste des Simpsons, se dit choqué. Je n'aime pas voir cet épisode utilisé à des fins néfastes. Je trouve ça répugnant. Déclaration de Bill Oakley au Hollywood Reporter. Depuis des semaines, l'épisode 21 de la saison 4 circule sur les réseaux sociaux. Des internautes scandent qu'il aurait prédit l'arrivée de ce virus aux États-Unis, attrapé dans le colis d'Homer envoyé depuis l'Asie. Les stars de Springfield attirent l'attention comme Contagion. Film visionnaire plus que jamais d'actualité sorti en 2011. Il suit l'itinéraire pandémique d'un virus à travers le monde. Un pont entre la fiction et la réalité actuelle. Sur le mode de transmission... Premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Et même la vitesse de contagion. Le film de Steven Soderbergh revient à la une 9 ans après sa sortie. C'est le plus regardé sur iTunes. Son scénariste, Scott Burns, déclare que c'est une situation délicate. Il ne faut pas provoquer de panique, mais minimiser ce qui se passe peut créer l'affolement. Steven Soderbergh défend que c'est un film pour chasser la peur. Professeur, rien ne se propage plus vite que la peur dans cette situation qu'on traverse? Oui, c'est pour ça qu'il faut quand même être extrêmement vigilant dans la réaction des populations et des citoyens. Parce que dès que vous diminuez un petit peu, vous relâchez un petit peu la pression sur les règles qu'ils doivent observer, ça devient l'incertitude complète. En fait, je crois, pour parler des pays africains, que une des choses à laquelle on était confrontés, c'est que dans ces mesures prises préventives, il y a la mesure de confinement. Et malheureusement, le confinement était à géométrie variable selon les pays, parce qu'il y en a qui ont attendu que soient déclarés les cas avant de dire vraiment, bon, ben, on va faire un confinement. Il y en a d'autres qui ont pris le truc tout de suite, etc. Et donc, cette différence de réactivité peut faire croire que nous ne sommes pas tout à fait prêts. En fait, tout le monde est actuellement en alerte et je crois que tout le monde s'engage dans la bonne voie. Alors, le cinéma, professeur, vous avez vu ce petit bout de film qu'on peut vous proposer, à nouveau. Ça s'appelle Contagion, un film de Soderbergh sorti en 2011. On peut en avoir les images. Vous avez cru, vous, à la théorie du complot, entre guillemets, parce que le cinéma a vu ça avant? La théorie du complot, c'est dans, je peux dire, le vocabulaire moderne. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans les civilisations et cultures nord-africaines, je crois que les choses qui arrivent sont longtemps annoncées à l'avance. Et je crois que le coronavirus n'est pas le premier élément, la première chose qui est annoncée comme ça là et dont la survenue est vérifiée quelques temps après. Les attentats du 11 septembre ont été annoncés. L'attentat de Maghreb a été annoncé longtemps à l'avance. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça là qui sont annoncés longtemps à l'avance. Et je crois que ceux qui jettent les courriers ne font pas la magie. Ceux qui font dans la prédiction, la futurologie, je crois que c'est des sciences qui existent et qui peuvent voir des choses longtemps à l'avance, 1000 ans, 2000 ans avant leur Et ceux qui sont connectés peuvent aller sur YouTube et taper Contagion. Vous aurez le film dans ces 2 versions, français et anglais. En revanche, je vous invite dans la dernière séquence avec les livres. Vous aimez les livres ?
Vous connaissez Absolument. Albert Camus, Albert Camus, le oui. très grand écrivain français qui retombe dans l'actualité. On vous propose aussi des images à l'instant sur un livre qui revient à la une. Quand l'épidémie fait rebondir les ventes de la peste d'Albert Camus, c'est l'une des conséquences inattendues de l'épidémie. Le livre fait carton en librairie. C'est le livre le plus vendu de l'espace francophone ce mois. Clin d'œil à la francophonie qui aurait dû normalement célébrer son cinquantenaire, donc un confinement littéraire pour ceux qui veulent le dire. Eh bien, c'est un moyen d'échapper à la peur, ne pas perdre espoir. C'est la trame psychologique du livre. Finalement, là-bas, on voit des gens qui sont heureux après le confinement, après cette peste qui nous fait penser au coronavirus. On sort et on rentre dans la bibliothèque du professeur. Professeur Eben Moussi, vous avez, je retourne mes pages comme vous et rentre là-dedans, publié « L'Afrique doit se refaire une santé ». On commente ça en une phrase rapide d'abord. C'était le premier. Oui, bon, ça c'était au sortir de mon aventure internationale. Ayant parcouru un certain nombre de pays dans le continent, ayant travaillé, pas seulement parcouru, il m'est apparu qu'il fallait essayer de procéder à une analyse de la situation du développement sanitaire de nos pays africains. Analyse que j'ai portée sur les 4 décennies, donc depuis 60 jusqu'en 2000. Et malheureusement pour moi, cette analyse qui s'est voulue également une réflexion a débouché sur un certain nombre de constats. Et le constat le plus difficile pour moi a été que ce développement sanitaire finalement avait été chaotant. Alors on ne va pas rentrer dans le détail des raisons pour cela, elles sont multiples, il y a eu des insuffisances, il y a eu parfois des improvisations, il y a eu des carences, il y a eu bien sûr certains désastres sanitaires qui ont accompagné des conflits qui ont généré tout ça, des aléas naturels, etc. Peu importe, ce qui est certain, c'est que ce constat obligeait à revisiter les performances de nos systèmes nationaux de santé. Et voilà une question qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Nous sommes confrontés à une pathologie, c'est le coronavirus 19, qui nous interpelle quant à la capacité de nos systèmes nationaux de santé à pouvoir faire face. Et il est très en vedette dans le troisième, le monde des microbes fascinants, redoutables. Oui, mais ce que je voulais préciser, c'est que vous savez, nous sommes Camerounais. Hein, oui. Il y a quelqu'un qui est en poste à Addis Ababa et qui est le directeur du CDC Afrique, Dr Kengenson. Vous avez souvent entendu parler de ce nom. Eh bien, c'est un garçon qui est un Camerounais. Il faut d'abord que je vous dise ça. C'est un Camerounais anglophone que je connais très bien, puisque quand j'étais chef de mission à Abidjan en 1995, il était en charge d'un projet très important financé par le National Health Institute, avec un laboratoire P3 qu'il devait mettre en place et tout. Donc c'est quelqu'un qui est placé aujourd'hui à une position où vraiment il peut avoir une idée de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il a dit qu'on doit se réveiller. Ça doit être un bon déclencheur. Je rappelle rapidement que dans votre bibliographie et votre bibliothèque, on peut retrouver « L'Afrique doit se refaire une santé », le médicament aujourd'hui, le monde et des microbes, paru en 2014, le fleuve de ma mémoire justement, la recherche en santé, illustration de la fracture nord-sud. En tout cas, on aura le plaisir de vous découvrir dans nos émissions ces livres qui chantent avec Serge Pout sur nos antennes. Merci professeur d'être passé à Nabila Tabinto. I live in the studio with music. Professeur, merci. Yes. Merci de m'avoir invité. On se protège et on protège les autres. Absolument. Voilà. Yes, do not forget to always follow the medic's instructions while we celebrate and dance to the music that coronavirus has inspired and everything. We have to wash our hands, Steve. And to stay together. Et c'est la trame de la chanson avec laquelle on quitte ce studio. Unité, l'embolé de l'unité jouée par Petit Boza. À peine la vidéo mise en ligne, elle est devenue virale. Décidément, le virus de la musique nous suit dans cette édition. Bonne suite des programmes chez les artistes. À très bientôt. Bonsoir, bon samedi, bon week-end. La sauce, je n'oublie pas aussi le tarot. C'est le
Cameroun chez le coq, c'est moi aussi le